1862, un navire militaire américain accoste à Tanger. Alors aucune intention hostile des Américains envers le royaume du Maroc, ces militaires ne sont là que pour le rapatriement de 2 rebelles américains qui avaient été arrêtés par le consul des États-Unis à Tanger, James DeLong, aidé de soldats marocains. Par la suite, le sultan Mohamed IV s'adressa au gouvernement des États-Unis d'Amérique dans une lettre. Il écrivit que tout rebelle américain présent sur le sol marocain serait aussitôt arrêté. Mais qui sont ces rebelles dont parle Mohamed IV? Eh bien, en 1862, les États-Unis sont en pleine guerre civile. Les États du Sud, souhaitant préserver leur système esclavagiste, s'étaient rebellés contre le gouvernement de Washington. Cette guerre de sécession déchira les États-Unis d'Amérique et les cicatrices sont encore visibles aujourd'hui. Nous allons voir dans cette vidéo cette période où les États-Unis d'Amérique furent plus que jamais désunis. Allez, générique. Bien que la guerre de sécession ne se déroule que dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elle trouve ses origines dans l'origine des États-Unis d'Amérique. La question de l'esclavage a toujours divisé les États-Unis d'Amérique. Comment légitimer une telle pratique dans un pays qui écrit comme principe dans sa déclaration d'indépendance de 1776 que tous les hommes naissent avec des droits inaliénables aux yeux de Dieu, des droits tels que la liberté, la vie ou le bonheur. Dans son préambule, la Déclaration des États-Unis stipule « Nous tenons pour évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Tous les hommes sont créés égaux. Ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables. Parmi ces droits se trouvent la vie, la liberté et la recherche du bonheur. » Alors c'est sûr que c'est beau, sauf que ce texte, il fut débattu extrêmement rapidement. À l'époque, l'objectif des États-Unis n'était pas de créer une république idéale, mais uniquement l'indépendance vis-à-vis de l'Angleterre. Alors on a un peu accepté ces principes à la va-vite. Et ce n'est que bien après l'indépendance que les sujets qui fâchent refirent surface et que les Américains comprirent qu'ils n'avaient pas du tout la même vision d'une société idéale. En 1787, après un conflit de frontières entre la Virginie et le Maryland, on décida de convoquer une convention qui aboutit à la Constitution des États-Unis d'Amérique. Sauf qu'une fois la Constitution rédigée, les États du Sud ne sont pas très chauds pour la signer. Faut dire qu'ils sont très attachés à leur autonomie, à leurs particularités et très méfiants vis-à-vis d'un gouvernement central qui aurait des pouvoirs élargis. Alors, il faut faire des compromis. Pour maintenir l'unanimité des États dans l'Union et ainsi satisfaire les États du Sud, certaines propositions jugées trop progressistes vont être tout simplement abandonnées. Et c'est le cas de l'abolition de l'esclavage. La proposition d'abolir l'esclavage dans la Constitution avait été proposée par les États du Nord. Et vous allez comprendre pourquoi les États du Sud y étaient plutôt hostiles. Du coup, ce n'est ni la Constitution ni le gouvernement central qui choisit l'abolition ou l'esclavage. C'est en réalité les gouvernements des États eux-mêmes qui choisissent en interne s'ils veulent l'abolition ou l'esclavage. En gros, chaque État choisit pour lui-même. La condition était de maintenir un certain équilibre dans le pays. Il fallait autant d'États esclavagistes que d'États abolitionnistes. Mais avec le temps, les États-Unis se sont agrandis et ils ont acquis des territoires plus à l'ouest. Ces territoires n'avaient toujours pas de structure administrative et ne pouvaient donc pas former d'État à proprement parler. Mais lorsque ces territoires devenaient un État, ils devaient choisir entre l'abolition ou l'esclavage. La création de nouveaux États et l'entrée de ces États dans l'Union remettaient donc systématiquement en cause l'équilibre qui avait été établi en 1787. Le problème fut traité lors du compromis du Missouri de 1820. Lorsque le Missouri intégra l'Union des États-Unis en 1820, en tant qu'État esclavagiste, il fallut créer un nouvel État, celui du Maine, qui serait abolitionniste pour que l'équilibre se rétablisse entre abolitionnistes et esclavagistes.
Et pour éviter que ce problème ne se reproduise trop souvent, on décida d'établir une limite. Une ligne au 36e parallèle nord et des poussières. Les États qui se créeraient au nord de cette ligne seraient abolitionnistes. Les États qui se créeraient au sud de cette ligne seraient esclavagistes. Sauf que en 1851, ce compromis vola en éclats lors de l'intégration à l'Union du Kansas et du Nebraska, à qui on a gentiment laissé le choix entre abolition et esclavage, sans prendre en compte le 36e parallèle et des poussières. Alors, je vois bien ce que vous vous dites. Pourquoi a-t-il fallu impérativement un équilibre? On aurait pu laisser tout simplement chaque État faire ce qu'il voulait. Eh bien, cela s'explique par des raisons économiques et sociales. Au XIXe siècle, le nord et le sud des États-Unis forment des sociétés radicalement différentes. Les États du Nord sont en pleine révolution industrielle, tandis que les États du Sud, quant à eux, restent très agricoles. Le Nord compte 22 millions d'habitants, là où le Sud n'en compte que 9 millions, dont 4 millions de Noirs. Les États du Nord sont tournés vers un commerce interne à l'Union et souhaitent imposer des barrières douanières pour protéger son industrie. Le Sud, quant à lui, est un producteur de matières premières pour les industries européennes, le coton, le textile. Ces États sont donc tournés essentiellement vers un commerce extérieur et les barrières douanières leur seraient plutôt défavorables. Comme les sociétés du Nord et du Sud ne fonctionnent pas du tout de la même manière, l'équilibre permet d'éviter qu'il y ait des textes de loi qui aillent à l'encontre des intérêts de l'un ou de l'autre. Alors ça, c'est pour les raisons économiques. Il ne faut pas non plus oublier les raisons sociales qui sont tout aussi importantes. Les États du Sud se sont construits sur l'esclavage. Les distinctions sociales se font à partir de la possession d'esclaves. En gros, plus on a d'esclaves, plus on est important. Et abolir l'esclavage conduirait à un renversement total des structures sur lesquelles ces États se sont construits. Sans compter la question démographique, parce que sur les 9 millions d'âmes que comptait l'ensemble des États du Sud, 4 millions étaient des esclaves. Et pour justifier ce type de société, on ose tout type d'arguments. Dans les États où les populations blanches sont minoritaires, tels qu'au Mississippi ou en Caroline du Sud, on va même jusqu'à dire que l'esclavage est un moyen pacifique de cohabitation entre les populations blanches et les populations noires. En gros, abolir l'esclavage reviendrait à instaurer l'anarchie. En 1860, le candidat du parti républicain Abraham Lincoln est élu président des États-Unis. Les positions anti-esclavagistes du nouveau président sont connues, et pour les États du Sud, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Pourtant, contrairement aux idées reçues, Abraham Lincoln n'a jamais dit qu'il abolirait l'esclavage. Et dans son discours inaugural, il a même plutôt dit le contraire. Lors de son discours inaugural, Abraham Lincoln avait déclaré « Je n'ai aucune intention, directement ou indirectement, d'agir contre l'institution de l'esclavage dans les États où elles existent. » La question de l'esclavage était alors trop sensible et le nouveau président n'avait pas la majorité suffisante au Congrès pour l'abolir. L'abolition de l'esclavage risquait de fracturer le pays, de mettre à mal l'Union et la Constitution, ce que Lincoln voulait éviter par-dessus tout. Abraham Lincoln savait pertinemment que la question de l'esclavage était beaucoup trop sensible pour les États-Unis et que cette question risquait de diviser énormément le pays, voire même d'exploser l'Union. L'objectif du camp anti-esclavagiste et de Lincoln n'était pas d'abolir l'esclavage, mais plutôt d'éviter que de nouveaux États esclavagistes intègrent l'Union, sans pour autant l'abolir dans les États qui pratiquaient déjà l'esclavage. En clair, Lincoln ne souhaite pas continuer l'équilibre et le compromis du Missouri. Il souhaite que les nouveaux États qui intégreraient l'Union des États-Unis soient automatiquement abolitionnistes. Mais dans ces circonstances, les États esclavagistes deviendraient minoritaires au Congrès et ne pourraient plus éviter la formation et la promulgation de lois qui iraient à l'encontre de leurs intérêts. Et il n'a pas fallu attendre longtemps après l'élection d'Abraham Lincoln pour qu'en décembre 1860, la Caroline du Sud déclara se séparer du reste des États-Unis d'Amérique. Elle fut rejointe dans son mouvement séparatiste par d'autres États esclavagistes tels que le Mississippi, la Floride, la Géorgie, l'Alabama, la Louisiane, le Texas, la Caroline du Nord, l'Arkansas, le Tennessee et la Virginie.
Ces États formèrent la Confédération en février 1861 avec son propre gouvernement central présidé par Jefferson Davis et sa propre capitale basée à Richmond en Virginie. Et pour bien montrer que la Confédération est un État à part entière, distinct de celui de l'Union des États-Unis, ils utilisèrent leur propre drapeau, quasiment similaire à celui des États-Unis. Non, pas celui-là. Non, on a dit sérieux. Voilà, ça c'est mieux. Vous voyez, ça ressemble quand même. Et même après cela, Lincoln a continué à chercher à rassurer les États esclavagistes en disant qu'il ne voudrait pas abolir l'esclavage, mais éviter qu'il ne s'étende au reste de l'Union. Le 3 mars 1861, dans l'espoir de mettre fin à cette sécession et de rassurer les États esclavagistes toujours fidèles à l'Union, le Congrès américain avait approuvé un amendement à la Constitution garantissant la pérennité de l'esclavage. Aucun amendement ne peut être fait à la Constitution pour autoriser ou donner au Congrès le pouvoir d'abolir ou de porter atteinte, dans un État quelconque, aux institutions domestiques existantes, y compris celles par lesquelles des personnes sont tenues à labeur ou service par les lois du dit État. Contrairement aux idées reçues, l'engagement principal d'Abraham Lincoln était le maintien de l'unité des États-Unis d'Amérique et non l'abolition de l'esclavage, et ce même dans les premières années de la guerre de sécession. D'ailleurs, le Nord comptait dans ses rangs plusieurs États esclavagistes qui étaient restés fidèles au gouvernement central de Washington. Ce qui tend à nous indiquer que l'axe principal de la guerre de sécession n'était pas la question morale de l'esclavage, du moins dans les premières années du conflit. Et ces États esclavagistes restés fidèles à l'Union et qui combattaient aux côtés des Yankees contre la Confédération continuèrent à pratiquer l'esclavage jusqu'à son abolition en décembre 1865. Mais qu'importe toutes les garanties d'Abraham Lincoln pour éviter la sécession. Le 12 avril 1861, la Confédération attaqua le fort Sumter, un fort militaire dépendant du gouvernement central de Washington. Ce à quoi Abraham Lincoln répondit en mobilisant une armée de volontaires. Cette date marque le début de la guerre civile. Bien qu'il soit numériquement inférieur, à peine un soldat confédéré pour 2 soldats yankees, c'est-à-dire du Nord, le début de la guerre est à l'avantage de la Confédération. Faut dire aussi que les soldats du Sud sont beaucoup plus expérimentés, du moins leurs généraux, puisque la plupart sont d'anciens militaires de la guerre contre le Mexique de 1848. Le Nord, quant à lui, peut compter sur son industrie qui permet un armement moderne et efficace. Mais son armée est composée de jeunes volontaires et d'officiers tout juste sortis de l'école militaire de West Point, et donc sans grande expérience du terrain. C'est maintenant que nous allons voir ce que vous avez dans le ventre. Un creux! On n'a pas pris le petit déjeuner! Toi, oui, toi, je sens en toi l'âme d'un chef. Je te nomme sergent. Avril, sergent? Ça se voit qu'on n'est pas dans le génie. Il faut noter aussi que durant les premières années de la guerre, l'état-major des armées du Nord avait été un peu timide et avait du mal à se lancer dans une offensive. Le Sud, quant à lui, était beaucoup plus tactique. Et ce n'est qu'en juillet 1863 que les armées Yankees prirent l'avantage sur les armées confédérées lors de la bataille de Gettysburg en Pennsylvanie. 3 jours de combats intenses entre les armées du Nord commandées par le général Meade et les armées du Sud commandées par le général Lee. 3 jours au cours desquels 51 000 soldats, tous camps confondus, perdirent la vie. 51 000 en 3 jours. Cette bataille est présentée comme le tournant de la guerre de sécession puisque c'est à partir de ce moment-là que les armées du Nord entreprirent la reconquête des territoires du Sud. Par la suite, le général Grant divisa la Confédération en opérant la conquête des 2 rives du Mississippi. C'est durant l'année 1863 que Lincoln proclame l'Emancipation Act. Toute personne comme esclave, dans un État ou dans une partie désignée d'un État, dont la population se trouvera en rébellion contre les États-Unis, seront, à partir de ce moment et pour toujours, libres. Ce texte est souvent présenté à tort comme l'abolition de l'esclavage. En effet, il ne s'applique qu'aux territoires rebelles et conquis sur la Confédération et non à l'ensemble des États-Unis. Les États du Nord pratiquant l'esclavage tels que le Missouri ou le Maryland ne sont pas concernés.
À partir de l'année 1864, le poids de la guerre se faisait extrêmement lourd pour la Confédération. Les États du Sud enchaînaient les difficultés économiques et les défaites militaires. Forte de son industrie et de sa démographie, l'Union quant à elle gagnait du terrain. Et une succession de capitulations conduisit à la fin de la Confédération. Le général en chef des armées confédérées, le général Lee, capitula le 9 avril 1865. Une semaine plus tard, le 15 avril 1865, Abraham Lincoln, à peine réélu, est assassiné par l'acteur et sympathisant confédéré John Wilkes Booth. Au total, la guerre de sécession coûta la vie de 620 000 soldats américains, soit 2% de la population des États-Unis de l'époque. 620 000 plus un dromadaire. Oui, Douglas le chameau qui avait été utilisé par l'armée confédérée pour le transport militaire. Plus pratique que les chevaux qui avaient tendance à se déshydrater. Comparée à d'autres guerres du 19e siècle, la guerre de sécession présente quelques particularités et c'est ce que nous allons voir dans cette partie. Comme l'expliquent certains historiens tels que Vincent Bernard, la guerre de sécession est un tournant entre les guerres classiques et les guerres dites modernes. Ce que les historiens appellent les guerres modernes, ce sont les guerres du XXe siècle, qui présentaient des caractéristiques bien différentes des guerres du XIXe siècle. Tout d'abord, le fait qu'il s'agisse de guerres économiques et industrielles, car les industries sont mobilisées pour l'effort de guerre. Puis, la course à l'armement. Enfin, la place centrale de l'idéologie opposant deux systèmes. À partir de ces critères, certains historiens considèrent la guerre de sécession comme étant la première guerre moderne. Tout d'abord, la course à l'armement, puisque les deux armées, Yankees et Confédérés, vont considérablement moderniser leur matériel militaire. En 1861, l'ingénieur Richard Jordan Gatling invente la première mitrailleuse, et le premier cuirassé fut utilisé par l'armée confédérée. Il s'agit du CSS Virginia. Et les indicateurs qui nous montrent qu'il s'agit d'une guerre industrielle sont l'usage systématique du chemin de fer, mais aussi le fait que 80% des industries du Nord sont tournées exclusivement dans l'effort militaire. C'est aussi une guerre idéologique, dans la mesure où il fallait maintenir civils et militaires dans l'effort de guerre. Et c'est pourquoi, au bout d'un moment, le gouvernement du Nord avait changé son discours. Il ne s'agissait plus d'une guerre contre de simples rebelles, mais bien d'une guerre de libération des esclaves. Ce qui explique pourquoi l'Emancipation Act ne fut proclamé par Lincoln qu'en 1863. Avant cette date, la guerre n'est pas perçue par le Nord comme une guerre de libération contre l'esclavage, mais plutôt d'une guerre contre des rebelles. Après 1863, en revanche, la guerre prend une tournure idéologique beaucoup plus importante. Il s'agit d'une guerre de libération. On peut dire qu'il s'agit aussi d'une guerre idéologique dans la mesure où la guerre de sécession est la première guerre médiatisée de l'histoire. Les premières équipes de reporters de guerre retranscrivaient dans les journaux les événements de la veille, le tout grâce au développement technologique. Le télégraphe, permettant aux reporters de retranscrire les faits rapidement depuis le front vers l'imprimerie. La photographie, permettant de visualiser les militaires et leurs conditions de vie. Le développement du chemin de fer, permettant une meilleure diffusion des journaux et donc de l'information. Bien qu'on ne puisse pas dire qu'il s'agisse de la première guerre moderne, on peut quand même dire que la guerre de sécession reprend toutes les caractéristiques des guerres modernes. La seule chose qui change, c'est l'intensité de ces caractéristiques. C'est en décembre 1865, soit 8 mois après l'assassinat d'Abraham Lincoln, que le Congrès vota le 13e amendement qui abolit définitivement l'esclavage sur l'ensemble du territoire des États-Unis d'Amérique. Le 13e amendement de la Constitution des États-Unis déclare « Ni esclave, ni servitude involontaire, si ce n'est en punition d'un crime dont le coupable aura été dûment condamné, n'existeront aux États-Unis ni dans aucun des lieux soumis à leur juridiction. Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation appropriée. » Mais l'abolition de l'esclavage ne marque pas le début d'une période de prospérité pour les populations afro-américaines. Ces populations ont continué à être victimes de racisme et de politiques ségrégationnistes. Mais ça, c'est une autre histoire.